Bonsoir chers amis et collègues, soyez les bienvenus à notre webinaire et nous attendons avec impatience vos communications intéressantes en espérant une bonne suite et nos futures rencontres. Et pour commencer, permettez-moi de vous dire quelques mots sur le projet AESPOP international. Le projet de l'Organisation internationale scientifique et pédagogique des philologues AESPOP Ouest-Est est un marathon gratuit de webinaires pour les philologues et les enseignants avec la participation des philologues et enseignants géorgiens, russes, ukrainiens, polonais, slovaques, bulgares, espagnols, français, allemands, hongrois. Le chef de ce projet est la professeure Zoé Adamia, directrice adjointe de l'Organisation internationale scientifique et pédagogique des philologues AESPOP. L'objectif de ce projet est d'utiliser les méthodes à distance, webinaires, pour aider les philologues, les enseignants, de jeunes profs, les étudiants qui enseignent ou étudient des langues étrangères à compléter leurs connaissances théoriques et pratiques, ainsi qu'à résoudre le problème des frontières et des communications entre les pays en utilisant les technologies d'information. Et maintenant, je voudrais bien vous rappeler les universités et les académies partenaires de ce projet. Académie des sciences, Trum, Abkhaz, Tbilissi, Géorgie, Université de Greifswald, l'Allemagne, Université de Strasbourg, France, Université de Preslov, Slovaquie, Université de l'amitié des peuples de Russie, Moscou, Russie, Université de Tbilissi, Antodoa, Géorgie, Université catholique de Lublin, de Jean-Paul II, Pologne, Université de Saint-Pétersbourg, Russie, Université pédagogique de la ville de Moscou, Russie, est présentée aussi aujourd'hui par les deux rapporteurs charmantes. Université nationale d'architecture de Kharkov, Ukraine, Université de médecine de Kiev, Ukraine, Université d'État de Sukhumi, Tbilissi, Géorgie, École supérieure de Nyíregyháza, Hongrie, Université de Haïfa, Israël, Université Chotarostaveli de Batumi, Géorgie, l'Université Tsereteli de Koutaïssi, Géorgie, et Université Ilia Tchertchavadze de Tbilissi, Géorgie. Permettez-moi de vous rappeler que le temps fixé de parole est 30 minutes et de la discussion 10 minutes. Et prière, ça va de soi de ne pas dépasser le temps de parole fixé. Alors, on peut commencer et inviter notre premier rapporteur, Svetlana Mikhailova, Université pédagogique de ville de Moscou, Russie. Je vous en prie, Svetlana, rappelez-nous, s'il vous plaît, le sujet de votre communication. D'accord? Alors, on peut commencer. Je vous en prie, Svetlana. Oui, merci. Je vous remercie au nom de tous les participants et au nom de notre Université pédagogique municipale de Moscou, Institut des langues étrangères, l'organisation de nous accorder la possibilité de parler, de faire part de nos recherches, de nos pensées et de nos expériences. Je voudrais commencer par un sujet qui est un sujet de ma préoccupation. Je fais le partage de l'écran et normalement, ça doit marcher pour l'instant. Je vous demande pardon si j'ai une coupure inattendue d'Internet parce que ça peut arriver. Quoique je représente à l'Université de Moscou, moi je suis maintenant à quelques 200 km de là. Nous vivons tous cette situation de confinement et maintenant on continue le télétravail. Mais pour l'instant, donc, je suis sur les bords de la Volga et d'ici découle que parfois la connexion n'est pas tout à fait stable. Alors, je dis que c'est un marathon
que nous faisons tous pour dépasser les frontières de notre isolation en quelque sorte, mais c'est un marathon qui nous permet de voir les expériences des autres pour vraiment réfléchir ensemble sur l'avenir de l'enseignement. Et je commence je vais maintenant, voilà, diminuer comme ça, donc ça marche. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vous suis aussi sur le chat parce que j'essaie de voir aussi vos questions et vos remarques dans le chat. Est-ce que vous me voyez bien? Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, très bien. Alors, je parlerai aujourd'hui de notre expérience, comment forme-t-on des enseignants de demain, quels sont de nouveaux dispositifs qui sont dressés devant nous et comment nous, à l'Université pédagogique municipale de Moscou, nous essayons d'affronter ce défi. Alors, les exigences actuelles, je me permets aussi d'utiliser un texte que j'ai fait. Donc, je vais parfois lire certaines citations. Mais je commencerai par ce que les exigences actuelles que la société nous impose nous obligent à revoir le système de formation professionnelle. L'école d'aujourd'hui a besoin d'un spécialiste mobile, préparé sur le plan technologique, ce qui est d'une actualité aujourd'hui. Donc, d'un spécialiste qui possède non seulement des connaissances de sa matière, mais aussi des compétences TIS qui dépassent la discipline, mais ce sont plutôt les TIS interdisciplinaires. Je vais résumer aujourd'hui l'expérience de l'intégration des technologies numériques dans la formation des enseignants de français. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'enseignement de français, mais dans la formation professionnelle de futurs enseignants de français. Ceci ne se fait pas en tant qu'une discipline académique à part au sein de notre université, mais ça se fait sous la forme d'une pratique interdisciplinaire appliquée lors du processus d'apprentissage du français. Aujourd'hui, nul ne doute que l'épanouissement du numérique dans tous les domaines sociaux se fait en posant de nouveaux connaissances et savoir-faire applicables dans de nouveaux contextes. Depuis Paul Gelster, la littératie numérique traduit une triade, voilà, normalement ça marche, voilà, encore, voilà, c'est bon. Donc, selon Paul Gelster, la littératie numérique traduit une triade composée de compétences numériques, du trafic digital et de la sécurité numérique. Donc, il est évident que la littératie numérique comprend des savoir-faire et des savoir-être, notamment ceux de disposer d'une culture numérique stable, solide, de connaître ses droits et devoirs dans le monde numérique, de maîtriser son identité numérique, de tirer profit des ressources informations qu'offrent le web et les réseaux sociaux, de travailler efficacement en réseau, de produire des documents multimédia de qualité, d'appréhender les usages numériques dans le cadre professionnel. La littératie numérique n'est pas une finalité, mais c'est une étape transitoire vers la compétence numérique qui dépasse la seule petite maîtrise d'outils numériques pour s'épanouir dans la maîtrise digitale. C'est une faculté d'opérer dans l'espace net d'une façon libre, facile et consciente. Donc, conscient de ce qu'on peut évaluer, cette capacité, on peut l'évaluer en se basant sur la grille d'évaluation des compétences numériques qui sont exposées, par exemple, dans des guides d'utilisation tels que Eurospace, publié en 2018. Il convient à ce sujet de noter que ces composantes ont trois faces. Il s'agit d'une part de savoir utiliser les ressources numériques en tant que consommateur, de savoir produire, donc d'être acteur, et de comprendre et de pouvoir évaluer les ressources et outils pour en faire un usage critique et éclairé. Selon le référentiel de compétences pour les enseignants
publié par UNESCO en 2011. S'il est nécessaire, je me permets une citation, s'il est nécessaire que les enseignants possèdent des compétences dans le domaine des TIS et sachent les transmettre à leurs élèves, cette condition ne saurait suffire. Il est en effet tout aussi essentiel que les enseignants soient capables d'aider les élèves à entrer dans une démarche d'apprentissage collaboratif, de créativité, de résolution de problèmes grâce à l'usage des TIS, afin qu'ils deviennent, ces enfants, des acteurs efficaces de la société et de l'économie. À cette fin, l'activité des enseignants à l'ère du numérique se devra-t-elle être articulée autour des 3 axes que je représente sur mon écran. Et ce sont les axes d'évolution et à la fois des axes des étapes successives de la formation de ces capacités. Donc, la première étape, c'est l'alphabétisation technologique. Où on utilise les TIS en vue d'un apprentissage plus efficace. Deuxième étape, donc à un niveau plus élevé, à un niveau supérieur, c'est l'approfondissement des compétences. Alors que les apprenants acquièrent dans des disciplines étudiées des connaissances approfondies pour appliquer ces dernières, donc les connaissances approfondies, à résoudre les problèmes complexes et concrets. Ça dépasse déjà la façon de simple utilisateur d'Internet, mais c'est aussi la façon de chercher de l'information et de savoir bien l'appliquer en maîtrisant tous les savoir-faire et tous les savoir-être pour résoudre un problème qui dépasse le niveau d'une simple recherche de l'information. Troisième étape, le niveau supérieur, c'est la création de connaissances. Lorsque les élèves, les apprenants, donc et aussi bien les enseignants, qui deviennent au fur et à mesure citoyens et acteurs futurs de l'économie nationale, créent de nouveaux savoirs. Dans le contexte russe actuel, on constate une hausse considérable du taux d'alphabétisation digitale. Vous voyez sur l'écran les chiffres qui représentent quelques 6%, donc 6%, le taux, donc augmentation d'utilisateurs en période 2015-2017, ce qui fait, si on évalue à l'échelle de 10, ça fait 6 points. Et donc, à ce moment-là, presque vers la fin de 2017, c'est-à-dire depuis cette période-là, ça aurait pu changer, bien sûr, mais ce sont les données du Centre public régional des Internet Technologies, ROTSIT. Et donc, vers le début de 2018, déjà 90% des adolescents, 53, plus de la moitié de tous les parents, sont devenus des usagers Internet actifs, donc Internet utilisateurs très actifs. Donc, ces données-là, renchéries par d'autres recherches, disons, je cite prophétique, le projet prophétique, les données sont renchéries par d'autres pays, hors la Russie. Donc, 95% des adolescents européens sont des usagers actifs du numérique, mais la réalité scolaire laisse à désirer. Seuls 20%, donc un quart au maximum d'élèves européens avouent faire leurs études dans un cadre scolaire numérisé ou bien avoir des enseignants dont la compétence numérique dépasse la leur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les natifs digitaux ont pour des enseignants des immigrés numériques. Il y a une métaphore de Mark Prensky qui dit, donc, et qui compare les immigrés numériques, ce sont les enseignants, et les natifs digitaux, ce sont les apprenants. Citons par ailleurs le cas de la France, où lors du sondage du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche, réalisé en 2016, 40% des enseignants du second degré ont estimé leur maîtrise du numérique insuffisante, ou même
très insuffisante. Donc, mais je pourrais bien sûr, je suis certaine qu'aujourd'hui, ces chiffres ne sont plus actuels parce que nous tous, nous vivons cette période de décloisement vraiment du numérique et donc la période d'évolution de la compétence numérique, de la maîtrise numérique. Ainsi, la formation de futurs enseignants, mais lorsque donc, nous nous basons sur des données qui sont déjà dans nos mains, nous avons besoin de revoir notre système de formation d'enseignants. Alors, la formation de futurs enseignants, elle exige de nouveaux standards et modèles de leur préparation à la vie professionnelle. Donc, nous envisagerons ci-dessous notre expérience de former des enseignants de FLE au sein de l'Institut des langues étrangères de notre université. Et je passe au diapo suivant pour vous donner la cadre théorique et méthodologique. Donc, nous appliquons la taxonomie proposée par Nicolas Guichon dans son recherche intégration des TIS à la préparation des enseignants. Donc, Nicolas Guichon décrit 2 niveaux d'intégration des TIS aux situations professionnelles dans des classes des langues. Vous voyez qu'il s'agit de deux étapes. Donc, il y a l'intégration minimale. Les compétences mobilisées à cette étape sont les compétences documentaires, c'est-à-dire la capacité à trouver des ressources brutes, non didactisées, sur Internet pour une exploitation pédagogique. Deuxième compétence, c'est la compétence d'évaluation. Il s'agit de la capacité à évaluer les ressources ou des dispositifs d'apprentissage médiatisés. Donc, c'est-à-dire qu'on soumet à l'expertise en formant de futurs enseignants. Donc, on doit leur apprendre à soumettre à l'expertise tous ces CD-ROM, tout outil Internet pour leur intérêt pédagogique. Troisième component de cette intégration minimale, de cette étape, c'est la compétence de diffusion. Donc, on doit savoir à utiliser le tableau blanc interactif ou le vidéoprojecteur ou tout autre outil, instrument pour diffuser des documents authentiques afin d'enrichir l'exposition donc à l'apprentissage de la langue étrangère en salle de classe. Lorsqu'on dépasse, donc lorsqu'on a bien assimilé, lorsqu'on a bien intégré au niveau minimal les TIS, on peut passer à l'étape suivante et y parler de l'intégration approfondie. Et donc, vous voyez ici les compétences qui sont celles d'éditer et de fabriquer des micro-tâches, de les intégrer dans le processus pédagogique et aussi savoir aider l'enseignant donc l'accompagner, l'encadrer, donc pour qu'il entre aussi à son tour dans le monde numérique, dans la situation actuelle d'aujourd'hui. Donc le contexte professionnel, pour vous décrire notre contexte institutionnel, je crois nécessaire de vous dire quelques mots. Donc, je parle de la préparation de futurs enseignants de français dans le cadre de leur parcours universitaire bachelor en sciences de l'éducation, qui est dispensé sur 4 années d'études. Donc 240 points à l'échelle du système du transfert de crédit au niveau européen, bien sûr. Et donc, l'importance, donc ce qui est important de souligner, c'est que la majorité d'étudiants qui viennent nous rejoindre à leur première année d'études, ce sont des débutants ou de faux débutants en français et qui deviennent ou qui se prédestinent à devenir enseignants de français aux écoles 4 années après. Donc, ils peuvent entrer dans la vie professionnelle avec 4 années d'apprentissage du français pour devenir du non-utilisateur du français, de vrais utilisateurs du français au niveau professionnel pour enseigner le français langue étrangère aux premières ou secondaires, aux écoles primaires et secondaires de Moscou. Donc, ce qui est aussi important de souligner que les étudiants actuels, qui sont tous représentants de cette fameuse génération Z,
les caractéristiques sont très bien discutées ces derniers temps. Il n'éprouve aucune peine pour retrouver une ressource, une information, pour se familiariser avec toute application ou un gadget, peu importe. Donc, du coup, ils le découvrent quelques secondes après, ils savent l'utiliser, ou quelques minutes après, ils savent l'utiliser. Une plus grande difficulté est celle d'évaluer le potentiel de la ressource retrouvée et de proposer son application dans le processus de l'apprentissage de français. Pour former ce savoir-faire, nous rajoutons un component professionnel au cours de grammaire pratique de français, à partir déjà du premier semestre d'études. Par exemple, après avoir étudié un thème grammatical, je dirais un système d'articles, le système de pronoms français, etc., les étudiants sont appelés à proposer un fragment de leçon de français dans la secondaire, et ceci, bien sûr, avec l'application d'ETIS. Et donc, avec l'ETIS, leur serviront d'instruments pour expliciter le thème étudié. Cette simulation prévoit un choix libre par les étudiants du niveau de la classe à présenter ou du niveau de langue visée, c'est-à-dire que donc on peut proposer une leçon de grammaire dans la classe des débutants, donc disons en quatrième secondaire, ou déjà à l'école, dans des grandes classes de l'école. De cette façon, l'acquisition des connaissances théoriques va de concert avec la formation des savoir-faire professionnels et avec l'intégration, bien sûr, des TIS. Parce que déjà, donc, on doit présenter, on doit renchérir ceci avec un PowerPoint ou un exerciceur donc, qui produit des activités grammaticales. Il est à noter que les compétences que j'ai notées tout à l'heure, les niveaux d'intégration, ne sont pas dissociés. Dès la première année d'études, pendant les travaux dirigés de FLE, nous proposons aux étudiants de créer un projet individuel ou collectif dans le cadre de la thématique étudiée. L'apprentissage par projet se déroule dans une dimension humaine et technologique tout à fait différente de celle qui caractérise l'apprentissage traditionnel. Une très forte connexion entre son propre apprentissage du français et l'entrée en profession pédagogique s'établit. Certains projets réalisés sont téléversés et ouverts au visionnage. Et je vous en propose quelques-uns. Donc, je citerai que, par exemple, on peut voir certains projets que je propose de voir tout à l'heure, ou bien donc on collabore pour former des projets dans le cadre de leur activité parascolaire, para-universitaire, les concours, les projets de crowdsourcing tels que créons Wikiversity ensemble. Et, donc, je commence par le premier lien qui est l'Illustro-blog. Donc, il s'agit de créer un blog étudiant collectif qui résulte justement par cette activité de, voilà, je lance. Voilà, vous voyez, il y a un blog réel qui parle du parc du Petit Prince, par exemple, en Alsace. Il y a des entrées différentes pour évaluer les sujets qu'on apprend dans le cadre des cours de langue. Pour aussi vous faire voir tout de suite, pour ne pas quitter donc la connexion Internet. Donc, c'est le concours étudiant carte postale vocalique donc, qu'on a créé en 2018. On a produit des cartes postales donc, et ça a été vraiment une initiative lancée par notre institut. Donc, les pages de Wikiversité qui parlent de la littérature russe ou des dessins animés sont créés
par les étudiants dans le cadre de leur apprentissage de FLE justement pour les faire sortir sur le terrain, peut-être pas toujours entre professionnels, mais vraiment le terrain de la vie réelle. Et je vous propose de voir par exemple un projet. Je commencerai par un petit projet qui parle d'un centre de langue. Donc, l'objectif, c'était de... donc, on a eu une petite entrée dans le sujet. On a discuté d'une école du futur, donc de l'image de l'école du futur. Et donc, on s'est attendu de créer une école des langues. Et donc, je vous propose de voir la publicité qui a été faite avec la production automatique de voix et donc avec les images rassemblées par les étudiants pour faire une vidéo publicitaire. Notre école des langues étrangères vous propose d'apprendre facilement les langues suivantes. On a des petits groupes de 2 à 6 étudiants. On travaille avec tous les niveaux. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 19h. Joignez-nous sur www.2l.fr. Voilà, ce n'est qu'une petite simulation. Il n'y a aucune école qui se trouve à ce lien Internet. Il n'y a vraiment la généralisation de toutes les données qu'on a établies lorsqu'on a discuté, on a fait vraiment une sorte de start-up collectif. Donc, on a décidé de toutes les données pour ce centre. Donc, voilà, la production a été faite. Je vous propose aussi de voir un projet que j'aime beaucoup parce que ce sont des étudiants qui ont déjà quitté notre université pour devenir de vrais enseignants. Mais ils ont créé, même déjà en première année, ils ont créé la présentation de leur groupe. Ni Saint-Tropez, ni New York, nous n'avons pas vu Kakadou parce que nous habitons dans la ville de Moscou. Alors, sinon, formidable, l'université, c'est vraiment une vie, paradis, cité, c'est le lieu où j'étudie, et je m'amuse et s'amuser, c'est le droit, sans ma j'ai un petit groupe, il s'appelle Anton, il est pas un monton, mais un excellent patron, il adore psychologie, grammaire française, et l'écran aussi comme Marie Falaise. C'est une belle fille. Elle s'appelle Julie, elle est énervante parfois, mais assez jolie. Elle adore ma spiritualité radioïde, le jeu est magnifique, mais la musique est parfaite. Il faut petit réalisateur, elle sait photographier, travailler l'ordinateur et elle aime montager. Elle est dragon, elle est bon, sympathique, comme notre enfant. Regarde notre ange du groupe, le salé blondin de notre petite troupe. Si tu veux savoir beaucoup de choses, c'est Olga qui raconte quelque chose. Quelle formidable vie, que c'est bon d'avoir les amis. Alors, si vous avez envie, nous continuons notre partie. Salut, c'est Nassia, notre conductrice. Vous devez être prudent où elle vise. Elle a la voiture, elle conduit le Peugeot. C'est pas le Gigoulier en ancien paquet de peau. C'est la panique pure, elle ne sait pas se taire. C'est trop dur et elle est la conquéreur magnifique des villages et vous écouterez de tous ses ravages. C'est Pauline, notre novice, elle boit cola et agisse comme actrice. Elle me ressemble beaucoup au renard et je pense qu'elle a beaucoup de vêtements dans le placard. Notre humoriste, il est bon gamin, un super artiste, il adore toujours et partout dessiner. Les nerfs de professeur bien gaspillés. C'est formidable. Que c'est bon d'avoir les amis. Alors, si vous avez envie, nous terminons notre partie. Alors, donc, c'est de nouveau un petit projet. Vraiment, ce n'est pas le projet de fin, mais c'est un petit projet de la première année. Présenter son groupe qui a été fait vraiment en français. Donc, ce ne sont pas des débutants de français. Ce ne sont pas débutants de français, mais par contre, donc, ce sont débutants en profession.
Mais déjà, vous voyez, leur niveau de la compétence TIS dépasse parfois peut-être les nôtres. Mais donc, si on parle de la professionnalisation, professionnalisation consécutive, il faut qu'on voit les troisième et quatrième années qui revêtent un caractère professionnalisant maximal. Une des étapes des cours de civilisation de français est l'expertise de manuels scolaires de français afin d'y relever la composante civilisation interculturelle. Cette étape est succédée par une collecte de documents authentiques dans le net, textuels, graphiques, statistiques, audio, vidéo, peu importe. Un dossier de ressources ainsi composé est à son tour soumis à l'expertise des membres du groupe et chaque étudiant doit passer, je dirais entre guillemets, doit passer à la soutenance de son dossier pour prouver son potentiel didactique en tant que ressource brute. Ensuite, il s'agit d'un traitement didactique de ressources du réseau. Donc, nous citons une des conceptions didactisées. Vous voyez, il s'agit, donc on a retrouvé sur le web, donc de nouveau, on a retrouvé une chanson. Vous m'entendez, Svetlana, votre temps est déjà épuisé. Vous n'avez qu'une demi-heure seulement. Excusez-moi. Donc, je ne vais pas vous laisser écouter toute la chanson. Cette ressource brute. Pardon? Sachez-le que votre temps est épuisé. Oui, oui, j'arrive vers la fin. Donc, cette ressource est didactisée. On propose un complexe, un ensemble d'exercices. Et ça se fait déjà au sein d'une discipline tout à fait académique, civilisation française. Pour terminer, je dirais que nous tenons à souligner vraiment l'aspect axiologique de la formation des enseignants. Tout en explorant l'usage professionnel du monde numérique, les étudiants découvrent leur vocation. Et la création des ressources wiki, la création des ressources wiki dont je vous ai parlé en est une. Rejoignons la cohorte de ceux qui sont persuadés que les TIS sont appelés à devenir le point d'appui d'Archimède et les intégrer dans la formation professionnelle des enseignants répondra aux exigences de la société numérique. La numérisation de l'enseignement professionnel amènerait, à notre point de vue, aux modifications de la dimension institutionnelle et personnelle de l'éducation. Ceci pourrait redonner plus de maîtrise pédagogique et didactique aux étudiants en sciences de l'éducation et les rendre acteurs du numérique, les reconforter dans la quête de leur identité numérique, individuelle et professionnelle, ainsi que réactualiser les processus de formation des formateurs en coordination et harmonie avec le contexte social d'aujourd'hui. Donc, le court aperçu que je vous ai présenté en servirait d'exemple. Merci de votre attention, chers collègues. Merci beaucoup. Votre communication a été très, très actuelle, puisque de nos jours, on connaît bien que c'est le problème très important d'apprendre les étudiants comme il faut, avec toutes les informations numériques, avec toutes les technologies d'information actuelles. Alors, je vous en prie, je n'ai pas de questions, moi personnellement, mais peut-être il y a les gens, il y a les auditeurs, il y a quelqu'un de notre audience qui voudrait bien poser les questions. Alors, si vous avez les questions, alors posez-les, je vous en prie. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Être la première, et c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'est pas encore lancé dans cette interaction. Voilà. Voilà. Oui. Est-ce que j'ai été assez claire? C'est difficile en ligne. Mon rapport concerne aussi cette difficulté. Alors, ça, c'est la chose très enrichissante, je crois bien, puisque ça, c'est des questions très actuelles
Et je voudrais bien créer un blog avec mes étudiants aussi. Donc, vous pourriez bien partager vos connaissances avec moi. Et je serais très contente de continuer nos rapports, de continuer nos relations, pourvu que nous enrichissez vos collègues, moi en Merci, particulier. madame. Bien sûr, avec tout mon plaisir. Vous avez mon contact. Si vous voulez, je le relance. Mais de toute façon, vous, en tant qu'organisatrice, vous avez mes contacts personnels. Oui. Et donc, je suis tout à fait ouverte. Comme tous mes collègues, nous sommes ouverts au contact. Et donc, c'est au plaisir de coopérer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais si nous n'avons plus de discussion, alors, si vous nous permettez, alors nous vous remercions pour votre rapport. Merci. C'était vraiment très, très actuel. Alors, on pourrait bien inviter notre deuxième rapporteur, Indira Abdulmianova. Excusez-moi de refaire le titre de votre université. Et je vais maintenant corriger ma faute. Alors, Institut des langues étrangères de l'université ou bien l'université pédagogique municipale de Moscou. Voilà. Je répète, Oui. Institut des langues étrangères de l'université pédagogique municipale de Moscou, si c'est correct cette fois-ci. Merci. Alors, c'est-à-dire, nous sommes très, très attentives d'écouter le rapport ou bien la communication d'Indira. Je vous Oui. Merci reconnais. Beaucoup. Vous avez été à Athènes pendant Oui. je voyage de temps en temps, oui. 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 Merci, je vous ai reconnu aussi. Bon, mais... Merci. Bon, je lance la démonstration de mon écran. J'espère bien que vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Voilà, bon, je suis en double personne comme ça. Je représente l'Université pédagogique municipale de Moscou, aussi bien que Svetlana qui vient de faire sa présentation, de présenter sa communication qu'elle a terminée avec le mot coopération. Et c'est justement de la coopération et de collaboration que je vais parler dans ma communication à moi. Le sujet que je vais traiter, c'est la compétence collaborative qu'on peut développer à l'aide du numérique au cours de français à l'école et à l'université. Ma communication va être basée le plus sur mes pratiques à l'université, mais je crois que les outils que je vais vous présenter sont aussi exploitables au niveau de l'école. Bon, je vais commencer par un truisme peut-être, que les nouvelles technologies font une partie intégrante de notre existence. Surtout ces derniers temps, nous vivons, si on peut le dire, dans le monde numérique, n'ayant même pas parfois la possibilité de sortir dans la vie réelle. Et ces 3 derniers mois, les nouvelles technologies ont formé notre vie. Elle facilite la planification des actions quotidiennes, elle nous informe, elle nous aide à entretenir des relations différentes, elles nous divertissent et en même temps, elles peuvent nous instruire, elles nous font connaître par les gens qui autrefois ne nous connaissaient peut-être pas et elles nous font valider par ces gens. La collaboration, c'est un sujet qui est très, très actuel depuis toujours pour la Russie et je suppose bien que pour la Géorgie aussi, mais le monde européen et le monde d'outre-Atlantique s'est penché vers les pratiques collaboratives il n'y a pas si longtemps. Parce que ce sont des sociétés plutôt individualistes, mais même entre ces deux sociétés, entre la société européenne et la société américaine, il y a des différences. Le fait est que aux États-Unis, la collaboration
se fait dans le but de compétition dans la plupart des cas, c'est-à-dire on forme des équipes pour organiser des compétitions quelconques. Tandis qu'en Europe, on se réunit pour apprendre quelque chose ensemble. Ce sont deux approches tout à fait différentes, mais je vais me concentrer plutôt dans l'approche européenne qui est construite sur la coopération et la collaboration dans le but de l'apprentissage et de l'enseignement. Quels sont les avantages des pratiques numériques collaboratives? Ils sont nombreux, ces avantages, et normalement, ils favorisent le développement des savoirs et compétences langagiers, parce qu'on parle de l'utilisation des TIS pour développer le langage des apprenants. Les pratiques numériques développent aussi les compétences techniques, et je vais vous montrer sur les exemples de nos étudiants comment est-ce qu'ils peuvent se développer lors des cours et pendant les projets qu'on organise hors cours. Et les compétences sociales, parce que pour pouvoir travailler en équipe, il faut avoir des compétences sociales bien développées, et quand on organise un projet collaboratif, bien sûr, un des buts de ces équipes, c'est le développement de ces compétences qui sont devenues très importantes dans la société contemporaine. Les outils que je vais vous présenter, j'ai décidé de les diviser en quelques catégories, et la première catégorie, ce sont les outils qui aident à gérer la collaboration en cours de langue. Je ne parle pas des cours de langue virtuels seulement, mais aussi les outils qu'on peut exploiter pendant les cours réels, mais avec bien sûr la possibilité d'utiliser Internet, un TBI, si la classe est équipée par cet appareil. La première possibilité des outils dans le but de la formation de projets collaboratifs ou de la collaboration en général, ce sont des outils de gestion de groupe. Par exemple, il y a des modules complémentaires pour Google Tableur. C'est FastTeam qui permet de créer des équipes dans votre classe. Ces équipes se créent automatiquement grâce à ce module complémentaire. Comme c'est Google, ce module peut être utilisé avec les listes d'étudiants de Google Classroom qui existent déjà, et on peut aussi créer des listes de classes dans Google Docs. Quand est-ce qu'on peut utiliser cet outil? Par exemple, il y a des cas où les enfants veulent toujours travailler en équipe avec les mêmes élèves, avec les mêmes apprenants. Mais ce n'est pas toujours bien, parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas encore très bien intégrés dans le groupe, et les autres peuvent engendrer des conflits avec ces élèves si l'enseignant leur dit qu'ils vont travailler en équipe avec ces personnes. Et par contre, il y a des apprenants, des élèves plus forts avec lesquels on veut toujours former des équipes, et si on n'est pas dans l'équipe avec cette personne, les autres peuvent être un peu offensés peut-être. Ils commencent à dire que comme ça, le jeu, le projet ne va pas avoir le même effet. C'est pourquoi parfois, pour ne pas avoir cette dictature en quelque sorte personnelle, l'enseignant peut faire recours à cet outil et dire que ce n'est pas l'enseignant qui a formé les équipes, mais la machine, si on peut le dire. Dans ce cas-là, les élèves ne vont pas être ni offensés, ni
fâché en quelque sorte. Oui, c'est la machine et là, on ne peut rien faire avec la machine, ce n'est pas une personne. Les mêmes fonctions peuvent être présentées par d'autres applications, d'autres sites. Il y en a plein. J'ai donné l'exemple de Kiamk. C'est un site, mais je l'ai choisi parce qu'il est francophone. C'est-à-dire, vous pouvez changer le langage et il va vous expliquer comment ça marche en français. Ici, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs fonctionnalités. On peut faire des groupes aléatoires. Comme ça, c'est la machine qui décide avec qui va travailler. On peut gérer les tirages, partager les résultats, créer ses propres listes et ainsi de suite. Voilà. Mais il y a encore beaucoup d'autres sites. C'est juste pour vous donner l'idée que ça peut exister et c'est à vous de choisir le site qui vous convient le plus. Il y a des sites qui ont plus de fonctionnalités mais qui ont des tarifs assez sérieux, si on peut le dire. Voilà. Une autre possibilité de travailler ensemble, c'est les tableaux blancs. Les tableaux blancs qui donnent la possibilité de les utiliser ensemble. J'ai présenté 2 tableaux blancs pour montrer qu'il y en a beaucoup. Et il y a ceux qui sont plus sérieux, comme par le Tweedla, et il y a ceux qui ont un caractère plus ludique, comme Whiteboard, par exemple. Vous voyez, si on compare les images, le second, Whiteboard, peut être utilisé dans les classes avec les tout petits et ça va les amuser, en quelque sorte, ça va les motiver pour écrire quelque chose. Oui, peut-être d'abord ils vont dessiner, mais avec le temps, le prof peut leur dire de faire seulement ce qui est demandé par la tâche. Les tableaux blancs, on peut les utiliser si on organise des leçons à distance. Oui, et ça donne la possibilité de se rappeler un peu, en quelque sorte, la vie dans la classe réelle. La collaboration est aussi nécessaire pour organiser la prise de décision collaborative. J'ai présenté 2 cas. Ce sont des cas où j'ai utilisé moi-même le site proposé mais des cas tout à fait différents. Le premier, il a été, comme c'était généré automatiquement, cela est fait en anglais, mais on peut le faire bien sûr en français aussi. Mais c'était très vite fait, c'est pourquoi on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin, parce que c'était déjà la fin du cours. Et il fallait choisir la personne qui a mieux répondu, qui a mieux présenté son sujet. Les apprenants, les étudiants pouvaient choisir la personne qui, à leur avis, a fait tout son meilleur. Et on a pu choisir le gagnant, c'était la gagnante. Mais comme les résultats des scores pareils ne sont pas gardés pendant longtemps, quelques jours seulement, c'est pourquoi il n'y a pas de résultats. Mais c'est tout à fait faisable, bien sûr, et ça aide les étudiants et ils sont intéressés par les sites pareils, et quand on leur demande de faire un choix quelconque, ils font recours à ces sites eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'habituent à les utiliser et ils le font pour leur vie courante. Le second exemple, il nous fallait choisir quelle est la chanson française
qui est la plus remarquable pour les Russes. C'est aussi Mentimeter. Les étudiants ont écrit les chansons qui, d'après eux, sont les plus connues par les Russes. Et nous voyons que la chanson qui a gagné, c'est « Non, je ne regrette rien ». Nous pouvons le comprendre parce que les lettres de cette chanson sont les plus grosses. C'est pourquoi cela veut dire que cette chanson a eu le plus de voix. Voilà, bon, c'était pour gérer un peu la vie de la classe en apportant un grain de collaboration dans la vie courante. Mais la collaboration, c'est aussi un bon instrument pour organiser l'apprentissage collaboratif. Comme le disent les socioconstructivistes, la personne apprend mieux si elle apprend avec quelqu'un. C'est-à-dire pour rendre notre travail plus efficace, il faut organiser des projets collaboratifs ou bien coopératifs pour unir les élèves, les apprenants et les faire travailler ensemble. Comme ça, le résultat sera meilleur. Nous connaissons tous les Google Docs. C'est un outil qui permet d'organiser les écritures collaboratives, soit au niveau des mots, des expressions, comme pour le premier exemple, soit pour les textes complets, comme pour l'exemple de Google Docs. Mais Google Docs, oui, bien sûr, il donne des possibilités de travailler ensemble, mais parfois, il faut faire des efforts pour comprendre qui a fait quel apport à tel ou tel texte. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres sites qui aident à faciliter cette tâche. C'est par exemple Framapad, un site qui aide aussi à organiser l'écriture collaborative, mais les mots, les phrases, l'apport de chaque apprenant a sa couleur particulière, ce qui nous donne tout de suite la possibilité de voir qui a travaillé le plus, qui a fait le plus grand apport, ou bien si le groupe a fait le travail équilibré, c'est-à-dire tout le monde a participé. Voilà un bon outil pour travailler ensemble sur un texte. Une autre possibilité, ce sont des sites différents. Il y en a plein, mais j'ai donné l'exemple de MindMeister. Ce sont des sites ou des applications parfois qui aident à faire des mind mapping, comme on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire on organise des textes ou bien des champs lexicaux en se basant sur les mots-clés ou bien des exemples du texte. On peut le faire ensemble, par exemple, c'est un petit morceau d'une capsule pareille, c'était la représentation d'un texte et on devait utiliser cette map, cette carte mentale, pour présenter ensuite ce texte. Et chaque apprenant, chaque étudiant a présenté une partie du texte et tout le monde savait qui était responsable de quelle partie du texte. Et comme ça, on a travaillé ensemble. Et puis, il y avait 2-3 personnes qui devaient présenter le texte en s'appuyant sur cette carte mentale. C'est-à-dire, on peut l'organiser en projet collaboratif et tout le monde pourra ensuite utiliser cette carte. Il y a aussi Quizlet qui est utilisé le plus souvent pour mémoriser le vocabulaire. Mais quand on parle de la mémorisation, là, la collaboration ne marche pas très bien. C'est-à-dire s'il faut mémoriser quelque chose, le vocabulaire, les règles de grammaire et des choses comme ça, qui doivent être stables et
former la base de la communication, là, il faut travailler en autonomie. Mais on peut travailler ensemble pour organiser le vocabulaire qu'on va ensuite apprendre. C'est-à-dire, on a utilisé Quizlet, on a créé un compte, tout le monde pouvait entrer sur ce compte et faire son apport, écrire des mots, choisir des mots, donner des images. C'est-à-dire, cette carte, elle a été faite par les apprenants eux-mêmes, mais ensuite, ils travaillent en autonomie pour apprendre ce qui a été choisi. On collabore aussi, non seulement pour apprendre ensemble, mais pour créer quelque chose ensemble. Comme Svetlana nous a montré, on peut créer plein de choses. Et pour chaque création, on peut utiliser, ou il faut utiliser son outil. Ici, sur la diapo, vous pouvez voir des outils différents pour les créations tout à fait différentes. On peut créer des infographies, par exemple à l'aide du site Pixcon ou bien à l'aide de Canva, que je suppose vos étudiants connaissent mieux, vos apprenants connaissent mieux, mais il y en a d'autres et c'est pourquoi j'ai pris un autre exemple. Il y a aussi des créateurs de bandes dessinées et de storyboards, comme par exemple Pixton, qui est très activement utilisé. Ou bien on peut créer des dessins animés, Powtoon, qui est aussi très bien apprécié par les apprenants. Ce sont des exemples qu'on peut utiliser pour faire des créations différentes. Ce qui m'intéresse dans ces outils, c'est qu'on peut travailler ensemble et on ne doit pas laisser les apprenants à faire des créations pareilles en autonomie. C'est-à-dire, ça doit être le travail de l'équipe. C'est l'équipe qui choisit le sujet, c'est l'équipe qui élabore les règles de la présentation de ce sujet et ce sont seulement des outils, mais les outils qui aident à réaliser les idées des apprenants. Il y a aussi ThinkLink, c'est un site qui permet, c'est une application qui permet de créer des images interactives. Par exemple, c'est l'image interactive, c'est la carte de la Russie qui a été conçue par mes étudiants et j'ai donné aussi l'image d'un des points cachés sur la carte. On peut intégrer non seulement les textes, des images, mais aussi des vidéos. Voilà, et cette carte, elle a été conçue par tout le groupe. C'était tout un groupe, c'est-à-dire ce n'était pas une personne, mais chaque point a été préparé par une personne à part. On a élaboré la logique de la présentation. On a tâché de suivre cette logique et ensuite on a travaillé ensemble sur cette carte en créant un seul compte pour tout le groupe. Et chacun pouvait ajouter son information autant qu'il lui convient. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux quand nous proposons d'utiliser les réseaux sociaux. Les apprenants deviennent un peu stressés parce que les réseaux sociaux, c'est pas pour communiquer avec les enseignants, mais pour communiquer entre eux. C'est pourquoi on n'est pas bien accueillant, si on peut le dire, sur ces comptes personnels. Mais là même, on peut aussi trouver des solutions. Nous avons par exemple organisé un jeu découverte sur Contact, mais avec le temps, on a compris que ce n'est pas très
très utile. Ce n'est pas très commode parce que c'était justement les comptes personnels des étudiants et en donnant son compte, pour ne pas briser le jeu, les étudiants devaient ne pas écrire quelque chose sur leur compte. C'est pourquoi, avec le temps, on a modifié un peu cette activité et cela nous a donné un nouveau projet, un projet sur Instagram. Je vais vous présenter juste le début de ce projet. Vous avez le code QR si... je vais vous montrer le jeu et puis vous allez vous décider vous-même si vous avez besoin de ce QR ou pas. Bon, je vais sur Instagram. C'est le début du jeu. Ici, nous voyons l'emblème de notre université. Chaque partie, chaque section a un petit texte, mais c'est seulement pour le premier compte. Ici, on présente les participants qui ont fait ce projet. Et puis, il y a un lien qui permet d'accéder à une autre page. Ces pages ont été créées exprès pour ce projet, c'est-à-dire il n'y aura pas de problème avec l'utilisation de ces pages dans le futur. La première section donne l'information sur la merveille qui a été présentée sur la page d'accueil du compte. On peut lire l'information. Il y a aussi un petit post pour faciliter la lecture du texte qui est en haut. Et puis, quand on passe au post suivant, il y a un QCM. Les joueurs doivent choisir la réponse correcte après avoir lu l'information sur le post précédent. Il faut choisir la réponse correcte pour passer à la merveille suivante. Voilà, j'aime bien ces projets parce que nous montrons que grâce à ces projets, nous pouvons montrer que l'apprentissage de la langue doit devenir une partie intégrante de leur vie de tous les jours. Et même les réseaux sociaux peuvent être utilisés non seulement pour y chercher quelque chose de nouveau, pour faire connaissance avec la langue française, mais aussi pour montrer que on peut se faire connaître par... Voilà. Bon. Et pour terminer, je voudrais dire que les communications que nous présentons aujourd'hui sont faites grâce à l'étude que nous réalisons maintenant. C'est le projet qui a été soutenu par la fondation de Vladimir Potanin. Et nous espérons bien que cette année, ces études seront réalisées déjà du point de vue didactique lors de notre nouveau programme de master qui sera consacré à la didactique des langues numériques. Et nous espérons bien que tous nos acquis, tout ce que nous faisons sera bien utilisé par les futurs enseignants. Voilà, j'espère que... je n'ai pas dépassé le temps. Voilà, bon, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir à ces questions. Ça aide à hausser le niveau de connaissance de nos étudiants. Et à quel point
Pour le Car moment, les trucs, c'est toujours, il y en a beaucoup. Ça Oui. s'ajoute. Oui, c'est Allez-y. justement le problème. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'applications. Et quand on choisit telle ou telle application, il faut quand même tenir toujours en tête l'idée que cette application doit travailler sur la communication, soit pour hausser le niveau Oui, c'est ça. de la langue, d'un aspect de la langue, oui, le vocabulaire ou bien la grammaire et des choses comme ça, ou bien pour hausser le niveau de la compétence communicative, c'est-à-dire pour faire parler les étudiants, les apprenants. C'est déjà à l'objectif. oui, et c'est à l'enseignant de tourner tous ces outils au bienfait des étudiants, des apprenants. C'est-à-dire, si par exemple nous travaillons avec les étudiants qui conçoivent des projets pareils, l'enseignant doit toujours tenir en tête et de faire tout son possible pour ne pas permettre aux apprenants d'oublier le but principal de toutes ces activités qu'on crée avec tel ou tel outil. Mais si on ne fait pas ça, si on reste dans la vie traditionnelle, si on n'inclut pas les TIS dans l'apprentissage des langues, et si on ne fait pas des apprenants, des étudiants, des acteurs actifs du processus, on risque Donc, d'être... il faut employer tout un éventail. il faut employer, mais il faut bien sûr savoir doser. Oui, on ne peut pas utiliser des premières minutes jusqu'à la dernière minute les TIS dans la classe. Il faut savoir sélectionner celles qui seront les plus profitables du point de vue justement de la langue et pas de la technique. Mais on ne peut pas ne pas utiliser tout ça, sinon on risque d'être considéré rétrograde par les apprenants et les études ont montré que l'utilisation des TIS augmente la motivation des apprenants. Et quand ils deviennent des concepteurs actifs de ces projets, leur motivation augmente encore plus. Et ils voient aussi toute la force de la langue. Oui, la langue leur donne la force d'être connus non seulement par leurs camarades, par les gens qui parlent la même langue, mais déjà être connus par le monde entier. C'est-à-dire, on peut trouver toujours des points positifs, mais il y a aussi des risques. Oui. C'est un peu vague, mais il y a toujours un moyen ou bien un outil préféré. Quel est votre outil préférable? Et ça dépend bien sûr du niveau des étudiants, de A2, de B2. Mais est-ce que vos outils sont applicables surtout justement aux étudiants de A1? Il y a une classification d'outils qui sont très utiles pour les étudiants de tel ou tel niveau. Moi, je ne dirais pas que ça dépend du niveau, ça dépend plutôt du sujet qu'on traite. C'est-à-dire, mais même, je pense que toutes les applications peuvent être utilisées à n'importe quel niveau. Tout va dépendre du contenu et le contenu qui va être caché derrière telle ou telle application. Par exemple, si nous prenons Google Docs ou bien les autres documents en ligne, nous les utilisons très, très souvent. Et on peut les utiliser dès le début, c'est-à-dire même avec les A1 pour faire travailler juste un petit texte ensemble. On peut déjà utiliser les Google Docs ou bien Framapad dont j'ai parlé. L'utilisation des TIS ne dépend pas du niveau de la langue. Chaque niveau. Est-ce que je peux rajouter encore un petit mot? Merci, je vous en prie. Oui, parce que donc là, c'est une question un peu délicate, utiliser ou ne pas utiliser. C'est comme si on demandait à quelqu'un, est-ce qu'on peut donner un crayon
dès le début. Donc, les tisses, ce n'est qu'un nouveau type de crayon et du papier. Je ne sais pas, un stylo et un clavier. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas de soi que nous allons abandonner le crayon, le papier, mais tout simplement nous renchérissons en quelque sorte le panoplie des instruments. C'est tout simplement de nouveaux instruments. Et donc, moi, je dirais qu'à un certain moment, il vaut mieux écrire avec un crayon. À un certain moment, il faut rajouter un feutre. C'est aussi comme ça qu'on fait la variation avec les tisses. Et je ne suis pas d'accord en tout avec un Indira parce que une leçon, bien sûr que ça peut être sans aucune application, sans aucun outil, mais une leçon, normalement, on utilise, surtout à ce moment-là, on utilise les tisses de la première minute de la leçon jusqu'à la dernière minute de la leçon. Parce que nous avons déjà, dès que nous lançons une vidéo, une audio, dès que nous allumons un projecteur, donc pour montrer le diaporama, le PowerPoint auquel nous avons déjà l'habitude, c'est déjà le moment d'employer le TIS. Bien sûr que nous ne pouvons pas faire une leçon sans aucun instrument numérique, mais ce serait une leçon un tout petit peu spéciale, c'est-à-dire que nous allons créer sur un papier quelque chose. Ça devient de plus en plus rarissime dans le cadre universitaire, scolaire, mais donc il n'y a comment dirais-je, il n'y a aucun objectif de ne faire que du TIS. Ce sont des instruments. Voilà, c'est comme la voix, la parole. Donc, c'est aussi une des nouvelles façons pour l'enseignant de s'exprimer numériquement, je dirais. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre discussion très, très vive. Et s'il y en a encore des questions, posez-les, je vous en prie. Bon, merci beaucoup. Alors, pour conclure nos communications d'aujourd'hui, je propose à votre attention mon rapport qui aussi traite une des questions du support qui est très populaire et qui est très aimé, préféré par les étudiants pendant mes cours de littérature française. C'est donc mon rapport a pour titre « L'usage des PowerPoint ou de PPT dans l'enseignement de FLE ». Et je présente ici l'Université d'État Chotar-Rustavelli de Batumi, Géorgie. Bien sûr, la question ne se pose pas. Utiliser ou ne pas utiliser les supports dans les conditions actuelles, surtout pendant la quarantaine. Voilà. Alors, on dit que l'homme, primo, on dit que l'homme est un animal visuel. En effet, notre cerveau pense en images. En ce qui concerne la transmission des messages, les images tiennent une place importante. Je vous en prie, le slide suivant, je vous en prie. Je vous en prie, oui, merci. Pendant la présentation en ligne, les visuels tiennent le premier rôle au détriment de l'orateur. Je trouve ce support visuel utile à apporter une valeur au cours de l'histoire de la littérature française. La présentation en est la clé quand on est obligé de faire les cours à la ligne. La projection de PowerPoint a plusieurs avantages. La suivante, je vous en prie, Zoé. Et encore. Encore les suivantes, merci. Et encore les suivantes, s'il vous plaît. Zoé, merci. La projection de PowerPoint a plusieurs avantages. Elle est facilement modifiable et dynamique pour l'auditoire en ligne. Il faut donc la préparer avec une quantité de diapositives pour rendre cette présentation attrayante et intéressante aux yeux des étudiants. La création d'une présentation est une activité hautement créative et nous sommes tous
à degrés divers, des êtres créatifs. Avouons-le. La créativité est donc primordiale lors de la préparation d'un exposé afin de ne pas s'enfermer dans le rebond habituel du cours magistral. Chacun se sent dans l'obligation de faire des diapos. La suivante, je vous en prie, Zoé. La suivante. Slide suivant, s'il vous plaît. Cependant, ces diapos sont souvent une suite de listes à puces, comme ici par exemple, mais parfois, auxquelles s'ajoutent des images qui ne sont là que pour remplir un vide parfois. Faut-il pour autant renoncer à PowerPoint? Pas vraiment. L'idéal, au contraire, est d'apprendre à bien s'en servir. Quand je commençais à utiliser PowerPoint pendant mes cours de littérature, alors je faisais comme je le voulais. Et ensuite, je pensais donc, il faut qu'il y ait des clés spéciales, il faut qu'il y ait des principes pour faire ces PowerPoint beaucoup plus intéressants du point de vue de nos étudiants. Et ensuite, j'ai pris comme sujet, c'est pourquoi j'ai pris comme sujet ce thème de l'utilisation de ce support pendant les cours pour se débrouiller à ce que j'ai fait, comment j'ai fait, si c'était correct ou bien, c'est-à-dire avec beaucoup d'autocritique. Parfois, on projette, comme moi, quand j'ai commencé à faire des PowerPoint, on projette sous forme de texte la même information que l'on communique oralement. Mais cela n'aide pas à faire passer le message, au contraire. Enfin, il faut avouer qu'il n'y a pas de recette miracle et chaque présentation est un cas unique. Mais tout de même, privilégions les éléments visuels. Une fois que vous avez un thème obligatoire du syllabus, vous pouvez utiliser toute la palette à votre disposition. J'ai privilégié au maximum les éléments visuels et graphiques, images, et la suivante, s'il vous plaît. Le slide suivant, s'il vous plaît, Zoé. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les images, illustrations, photos, diagrammes, schémas, citations, pourvu qu'elles aient du sens et soient en lien avec le contenu du cours à faire. À titre d'exemple, je vous invite à voir ma petite chronique des cours pour chaque semaine, d'après le syllabus, c'est obligatoire chez nous, pour illustrer en détail les principes de la création des PTT. La suivante, s'il vous plaît. En préparant une présentation PowerPoint, je rassemble d'abord un maximum d'informations de l'Internet. Et c'est pour donner aux étudiants une quantité considérable de détails, de citations, par exemple, enfin pour montrer que l'on a bien travaillé sur son sujet. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Mais qu'est-ce qu'une bonne présentation, en général et en particulier pour le cours de l'histoire de la littérature française? J'ai oublié de vous montrer le manuel que j'ai fait autrefois. C'était en 2013 que j'ai fait ce manuel de littérature française à partir du 9e siècle jusqu'à 19e siècle. Mais seulement ici, il n'y a presque pas d'illustration. C'est pourquoi, en utilisant ce manuel, j'utilise ce support de PowerPoint qui fait le cours beaucoup plus diversifié. Voilà. Alors, il existe les clés spéciales pour créer une présentation PowerPoint, disons-le, irrésistible. Pas idéal, mais intéressant pour les étudiants. Mais c'est quoi un message efficace sur la vie et l'œuvre d'un écrivain? C'est tout d'abord un message clair, présenté avec simplicité pour être compris de tout le monde. Ainsi, nous conduirons à focaliser l'attention de l'audience sur ce qui est essentiel dans la présentation. Pour une présentation claire, agréable, aérée et comprise de tous, il est capital d'appliquer les principes suivants. Voilà. Une image suivante, s'il vous plaît, Zoé.
Voilà, ce sont les principes. On attire attention dès la première diapositive. L'image suivante, s'il vous plaît, Zoé. Dès la première diapositive. Par exemple, il est fort probable que la première diapositive de votre présentation restera affichée avant que vous ne commenciez à parler. Soignez-la comme une couverture de livre qui doit être attirante, donnant envie de savoir plus, d'en savoir plus. Ma présentation ici, sur le mouvement surréaliste par exemple, je commence par le tableau de Max Ernst, L'ange du foyer. Pourquoi? Car c'est un peintre emblématique du mouvement surréaliste. Et la bête représente le surréaliste qui part de la réalité pour monter par l'imagination. Un autre début du PowerPoint sur les Parnassiens, les suivantes s'il vous plaît. La suivante s'il vous plaît. Sur les Parnassiens, le mont Parnasse est dans la mythologie grecque le lieu de résidence d'Apollon et des 9 muses. L'usage métonymique de ce nom pour désigner une assemblée de poètes est ancien. Le principe suivant est une idée par une image ou bien une idée par un slide ou bien par un diapositive. La suivante, s'il vous plaît, Zoé. Chaque diapositive ne doit véhiculer qu'une seule idée. Elle peut être réalisée par plusieurs éléments à condition que ceux-ci soient visuellement liés et dépendants. Selon les études scientifiques, il est démontré que l'on apprend mieux lorsque les mots et les images intéressantes, mais non nécessaires, sont exclus. Il vaut mieux plusieurs diapositives, brèves, efficaces, qu'une seule qui comporte un trop grand nombre de données. Dans cet esprit, il vous faut bannir les listes à puce sur vos diapositives. Et ne retenez, encore un conseil, ne retenez que les idées essentielles de votre traditionnelle, entre guillemets, liste à puce, et reprenez le principe une idée, une diapo. Je crois bien que c'est les suivantes. Zoé, s'il vous plaît, les suivantes. Voilà. Le moins et le mieux. Se préparer pour la présentation, il me semble que ça ne coïncide pas tout à fait, mais tout de même, ayez de la patience un petit peu, je vous en prie. Se préparer pour la présentation signifie qu'on ne doit pas submerger vos étudiants d'informations. Même si les étudiants sont intéressés par le sujet, ils commenceront à décrocher et vous allez les perdre. Vous ne devez fournir que les informations dont vous avez vraiment besoin. Je choisis, comme tout le monde, des schémas, des informations, les citations les plus pertinents pour la présentation concrète. Par exemple, ici, frise chronologique de la littérature française du 15e au 19e siècle. Ça nous aide énormément pour suivre la carte, disons-le, chronologique pour expliquer comment se développaient les mouvements littéraires, et ainsi de suite. Mais je tâche de ne pas enfouir les éditeurs sous un tas d'informations. On met d'habitude, car il y en a beaucoup de cette information, on met d'habitude le texte en forme de paragraphe pour rendre agréable la lecture de PowerPoint. On peut ajouter des organigrammes ou des frises chronologiques comme celui-ci pour simplifier la compréhension de notions complexes. Donc, le principe clé suivant est simplifier votre message. Il est impossible de lire un texte sur une diapo, écoutant en même temps le professeur. Pourquoi? Savez-vous que notre vitesse d'écoute n'est pas la même que notre vitesse de lecture? Par exemple, un orateur parle en moyenne au rythme de 160 mots par minute, quand notre vitesse de lecture est de 300 mots. Alors, si l'orateur lit le contenu de sa diapo, vous aurez fini de lire son contenu
quand il n'en sera qu'à moitié. Malheureusement, beaucoup d'entre nous en ont déjà fait l'expérience pendant les premières représentations, pendant les premières communications accompagnées de ce support. La solution, simplifiez votre message en ne retenant que les titres ou les sous-titres et conservez à l'oral le reste de votre propos. Et encore une remarque, si l'auditoire met plus de 5 secondes à comprendre le sens de votre diapositive, c'est qu'elle manque de clarté. Donc 5 secondes. Mais il y a les autres auteurs qui disent que ça suffit 3 secondes seulement. L'image suivante, s'il vous plaît, slide suivant, Zoé, je vous en prie. Pour capter l'intérêt de mes étudiants, je tâche de les connecter avec mon sujet d'une façon émotionnelle. Par conséquent, les expos doivent raconter une histoire enrichie par l'image. Slide suivant, je vous en prie. Zoé, slide suivant, je vous en prie. Vous n'avez rien laissé passer. Ничего не пропущено. Bon, la meilleure façon de réaliser ce principe est de faire la présentation comme si l'on raconte une histoire. En particulier, il est souvent très important d'illustrer la présentation par des histoires sincères, avec un début intéressant et clair, un déroulement provocateur et une conclusion nette. L'image suivante. S'il vous plaît, l'image suivante. Comment expliquer ce phénomène? C'est que notre cerveau est en effet programmé pour oublier tout ce qu'il ne perçoit pas comme vital et nécessaire pour notre survie. Ainsi, le conscient d'étudiant connaît l'importance de lire et de comprendre le manuel de la littérature avec ses résumés, avec sans illustration, il y a beaucoup de résumés, il y a beaucoup de textes, un tas de textes sur tel ou tel auteur. Mais le cerveau de cet étudiant signale que c'est un milieu sans intérêt et sans conséquence pour leur survie. Donc, c'est le manque d'image que nous devons récompenser. Enfin, notre cerveau aime aussi les histoires, car les histoires racontées des premiers hommes doués de parole, c'était la première transmission des informations nécessaires à notre survie. Donc, un des critères les plus importants pour une histoire réussie est la sincérité. Et n'hésitez pas en particulier à parler des erreurs par lesquelles les écrivains ou leur société ont passé. Il me semble que ça ne convient pas, excusez-moi. Un matériel riche et abondant en aventures et événements des écrivains français, nous l'avons déjà vu cette slide, cette image, c'est Alexandre Dumas, y compris, et vraiment en est une source intarissable. Lorsque le message principal et les messages secondaires s'enchaînent logiquement, nos propos sortent plus naturellement et sont plus faciles à suivre par les étudiants. D'après Reynaud, designer et professeur des méthodes de PTT, un grand spécialiste en PTT, l'idéal est de faire en sorte que vos messages s'accrochent. Mais comment le faire? Alors, il conseille en utilisant notamment les 6 principes: simplicité, inattendu, concret, crédibilité, émotion, histoire. Ici, nous sommes en présence de la simplicité. Voilà. C'est le commencement du cours sur le théâtre français du 19e siècle. Voilà. Des bons designers aiment beaucoup l'espace vide. Voilà. C'est ce qui est montré par cette image. Il existe une confusion fondamentale au sujet de la simplicité et du fait d'être simple. Mais être simpliste et être simple n'a rien de commun. Et la véritable simplicité
n'est pas le fruit de la paresse ou bien de l'ignorance, elle provient d'un désir indulgent de clarté qui va à l'essentiel. Je crois bien qu'il faut ajouter les suivantes. Bon, je vous invite sur la suivante, s'il vous plaît. Slide suivant. Voilà. Donc, les bons diapos commencent avec beaucoup d'espace vide. Voici un exemple du commencement du cours de l'histoire théâtrale que vous venez de voir. Et examinons de près quelques principes et techniques de la composition des diapos. En général, il n'y a pas de méthode bien définie pour le design des diapos, car il relève autant de l'art que de la science. Il y a tout de même quelques principes essentiels que partagent la majorité des diapos, les plus simples et les plus efficaces. Premièrement, design. Le design, c'est quelque chose qui intervient dès le début et qui sert à organiser les informations de manière à clarifier les choses. Les images sont mieux mémorisées que les mots. Alors, les études spéciales montrent qu'après un délai de 30 secondes, leur mémorisation est bien supérieure au texte. Il importe donc d'utiliser la supériorité de l'image pour améliorer le rappel d'une information importante. Espace vide. L'espace vide ou espace négatif est un concept d'une extrême simplicité, mais un des plus difficiles à appliquer. Il y a un rôle précis, il aère la composition, elle laisse respirer les éléments positifs. Les 4 piliers de la technique de la composition des diapos sont les suivantes. Ou bien les suivants, puisque ce sont les 4 piliers. C'est le contraste qui signifie la différence. Et notre cerveau, encore programmé par la génétique pour être en alerte des prédateurs, est conçu pour noter les différences. Visuellement, le contraste est ce qui frappe l'œil et dans nos diapos, les différences doivent être nettes. Il est possible d'établir aussi un contraste de nombreuses manières, par exemple, la manipulation de l'espace, le choix des couleurs, la mise en forme du texte, la position des éléments, la répétition de certains éléments dans une diapo ou dans une série donne une impression nette d'unité et de cohérence. Mais attention à ne pas en faire trop et ne pas utiliser des modèles vus et revus. Le principe d'alignement qui existe ici veut que rien dans une diapo ne semble être posé là par hasard et chaque élément est connecté à un autre via une ligne invisible. La répétition vise à créer une cohérence dans un ensemble de diapos, tandis que l'alignement vise à obtenir une unité parmi les éléments d'une seule diapo. Donc, quand vous placez les éléments dans une diapo, tâchez de les aligner avec un autre élément. D'après le principe de la proximité, les éléments emparentés doivent être groupés afin qu'ils apparaissent comme un ensemble au lieu d'éléments indépendants. Ce sont les slides qui doivent être présentés 20 et 21. 20 et 21. C'est que maintenant, je ne suis pas tout à fait au courant quel est ce numéro. Excusez-moi. Quand je préparais, c'était un peu autre chose. Et maintenant, pendant les démonstrations, c'est un peu autre. Alors, les slides numéro 20 et 21. 20 et 21. Zoé, 20 et 21. Non, il me semble. Laissez ça, c'est bien. Оставьте это. Non, рано. Еще вернуться. Вот, спасибо. Merci. Alors,
faites une conclusion efficace. D'habitude, je termine la présentation du cours tantôt par un monument à un écrivain, s'il y en a. La suivante, s'il vous plaît, Zoé, la suivante. Tantôt par un monument à un écrivain, Yeshua, encore. Yeshua. À un écrivain, s'il y en a. Tantôt, je préfère l'image avec une fleur cultivée à l'honneur des écrivains. Il y a les fleurs dans la collection de la Principauté de Monaco qui sont consacrées aux écrivains très connus, en l'honneur des écrivains tels que Daudet, Goncourt, Stendhal, Dumas, George Sand, Balzac, Théophile Gautier. Ici, vous êtes en présence de Rose d'Alphonse Daudet, qui est en l'honneur d'Alphonse Daudet. Voici les derniers exemples de ma présentation, qui ne sont pas forcément parfaites, mais je voulais les présenter, ces présentations être simples et visuellement frappantes. La formule de politesse, ça va de soi, accompagne les dernières diapositives. Enfin, pour conclure, si vous prenez l'habitude d'appliquer ces différents conseils, vos étudiants vous remercieront et vous aurez atteint votre objectif. Et n'oublions pas, plus une présentation sera visuellement frappante, plus les étudiants s'en souviendront et surtout, ils se souviendront de vous. Il me semble que je me suis dépêchée un tout petit peu. Excusez-moi, c'est 20 minutes puisque j'ai pensé autrefois que ça doit prolonger seulement pendant les 20 minutes. C'est pourquoi je dois conclure et je dois vous remercier pour votre attention et je serai contente de répondre à vos questions. Et je voudrais bien ajouter que si vous avez besoin de PPT sur l'histoire de la littérature française, je vais les partager avec plaisir avec vous par la poste électronique. Voilà, c'est que pour chaque semaine, pendant un semestre, j'ai 14 semaines et pour chaque semaine, je prépare un PPT qui concerne tel ou tel écrivain. Et moi-même, avant de me préparer pour le cours, je tâche, tout d'abord, je lis l'information qui existe sur Internet et je trouve les cas ou bien les cas de la biographie des écrivains les plus frappantes qui peuvent étonner l'étudiant puisque notre mémoire se mémorise, retient le mieux ce qui frappe notre imagination. Donc moi-même, quand je prépare ces PPT, ça m'aide énormément puisque j'apprends beaucoup de faits intéressants sur la vie de tel ou tel écrivain. Par exemple, en ce qui concerne Marcel Proust, j'ai appris que son père était un médecin très connu. Son grand-père aussi était un médecin très connu. Mais son père s'occupait de la médecine de Paris, de la région de Paris. Et quand petit Marcel Proust se promenait avec son père dans un parc, c'était pour la première fois qu'il a éprouvé une crise de sa maladie. Et son père n'y était pour rien. Il n'a pu en rien aider son fils. Et puis, en ce qui concerne l'apparition d'Alexandre Dumas, fils, c'était Alexandre Dumas, père, qui habitait dans un des bâtiments et qui habitait sur un palier avec une femme, disons-le, midinette. Alors, il n'a pas voulu reconnaître son fils jusqu'à l'âge de 7 ou bien de 8 ans. Il ne voulait pas reconnaître Alexandre Dumas fils jusqu'à l'âge de 8 ans. Seulement, à cet âge seulement, quand Dumas fils commençait à lui ressembler. C'est seulement alors il a commencé à faire attention à son fils. Il l'a remis dans un établissement scolaire digne du fils de grand écrivain, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de détails qui aident à rappeler, qui aident à faire vraiment une histoire qui, aux yeux des étudiants,
puisse leur paraître intéressant. Je parle trop peut-être. Bon, alors je vous en prie, si vous avez les questions, j'ai encore beaucoup de choses à avouer, c'est-à-dire que je n'ai pas épuisé mon matériel, mais si vous avez les questions ici, je vous en prie. Peut-être c'est seulement un seul support. Peut-être ce n'est pas tellement diversifié, mais tout simplement, c'est mon support que je préfère le plus. Mais et quand pour même, nos étudiants en master, un de nos étudiants est ici, il me semble, ou bien il était présent, mais maintenant je ne le vois pas. Mais il y avait 2 étudiants de master. Ensuite, ils ont disparu. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Pendant ce dépannage technologique, peut-être. Voilà, si vous avez des questions, je vous en prie. merci beaucoup, chère Victoria, pour votre communication. J'ai une question. Bon, vous avez dit à Svetlana que vous voulez créer un blog et sur ce blog, vous voulez mettre vos présentations, vos diaporamas ou pas? Le blog pour les diapos? Les blogs, c'est très bien. Moi, j'avais seulement mon blog personnel. Mais il fallait vérifier, faire revivre ce blog personnel. Mais en ce qui concerne les étudiants, alors ils ont les blogs, mais je n'y ai pas pensé puisque nous n'en avons pas besoin. Nous avons seulement un master, nous avons seulement 2 étudiants. Deux étudiants. Et en ce qui concerne le département français, c'est de moins en moins chaque année. Nous avons seulement 3 années. C'est seulement 5 étudiants en 2e année. Donc, en somme, nous avons seulement 7 étudiants dans le département spécial. Donc, nous n'avons pas fait, mais seulement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Vous pouvez partager faire avec les étudiants. Faire avec les étudiants ce blog à votre exemple. Vous pouvez partager vos diaporamas sur ce blog aussi, oui. Les diaporamas que vous avez faits, que vous avez conçus, vous pouvez les partager sur le blog et vous pouvez faire des activités interactives et donner des liens. Avec plaisir. Oui, donner des liens à ces faits divers, à tout ce que vous trouvez. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup. Tout d'abord, j'ai commencé à les faire sans aucune règle. Ensuite, c'est justement en préparant ce rapport, cette communication, alors que je me suis débrouillée un tout petit peu et j'ai commencé à comprendre ce que j'ai fait, ce qui n'allait pas ou bien ce qui allait comme sur des roulettes. Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi une bonne leçon en se préparant à cette communication. Bon, merci à vous aussi. Merci. Merci, c'était vraiment très intéressant. Je voudrais bien remercier les speakers ou bien les rapporteurs, comme on dit pendant les soutenances de thèse, on dit le rapporteur. Mais ici, c'est speaker et les speakerines. Pas de télévision, mais les speakerines. Voilà, donc j'étais très heureuse de faire la connaissance avec celle que je ne connaissais pas encore, avec Indira, puisque j'ai entendu votre rapport brillant, excellent, comme le cours magistral pour toutes les profs qui sont venus pour le Forum européen des professeurs de français. Voilà. Et je voudrais bien aussi remercier non seulement les speakers, mais en particulier les organisateurs du projet. C'est le professeur Zoya Adamia, qui est organisateur de ce webinaire marathon. C'était quelque chose d'extraordinaire puisque j'ai assisté pendant le cours pour les slavistes, pour les Allemands, puisque l'allemand c'est ma 2e langue. Maintenant c'est la 3e. Voilà. Et c'était vraiment très intéressant et c'était quelque chose c'était une innovation, disons-le. Innovation. Voilà. Et je voudrais bien notre
remerciements à part au professeur Yelena Kareva, qui est un de nos meilleurs partenaires dans l'activité de ASPOP, de cette organisation ASPOP. Et je remercie énormément tout le monde. Et merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. J'espère à la prochaine rencontre. Nous allons nous rencontrer maintenant. Nous ne sommes pas beaucoup, les professeurs, les profs et les enseignants de français, donc il faut se connaître, et il faut interagir plus activement. C'est une bonne possibilité pour nous d'avoir les relations, de faire nos connaissances un peu plus proches dans ce webinaire marathon. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci à vous. Et c'est pour conclure, c'était mes mots pour conclure, de conclusion. Et si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez ajouter quelque chose, alors je vous invite. Excusez-moi. Bon, je vous invite. Donc, de ma part, je remercie encore une fois les organisateurs de cet événement d'aujourd'hui, de pouvoir transmettre les connaissances, de pouvoir échanger. Et j'ai surtout apprécié qu'on a fait une petite boucle. Donc, on a commencé par par mon idée d'évolution des capacités, des connaissances et des compétences des enseignants. Donc, et on a conclu par ce que Victoria a déclaré d'avoir appris beaucoup de choses en préparant cette intervention d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que nous sommes toujours, les enseignants, nous sommes toujours dans la quête constante du perfectionnement. Et c'est à ne jamais... Donc, nous ne pourrons jamais nous arrêter. Et ça peut être aussi un des avantages de notre profession. Je remercie donc de nous avoir accueillis ce soir et je vous souhaite un agréable week-end, donc un agréable dimanche de demain. Merci. Спасибо, Виктория. Спасибо нашим гостям, нашим спикерам. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо Елене Генриховне Таревой. Огромное спасибо. И вашему прекрасному университету. Спасибо. До новых встреч. Мы будем всегда рады сотрудничеству. Спасибо. До свидания. Спасибо всем участникам. Დიდი მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობდა ჩვენთან. დიდი